quand des Malinqués et des Peuls vivent côte à côte, en bons termes, ils se marient entre eux. L'enfant qui va naître, cet enfant-là ne sera plus totalement Peul, il ne sera plus totalement Malinké. Il sera une sorte de métis. Vous allez me permettre de parler en français. Tout ce que le professeur a dit, j'ai compris. Mais pour le parler en poulard, c'est ça mon problème. Et moi, encore une fois, je dis merci d'abord à ceux qui m'ont invité à laver pour venir participer à ce débat-là. C'est vrai que les langues, c'est comme des êtres vivants, Par exemple, quand des Malinqués et des Peuls vivent côte à côte, en bons termes, ils se marient entre eux. L'enfant qui va naître, cet enfant-là ne sera plus totalement Peul, il ne sera plus totalement Malinké. Il sera une sorte de métis. Ça, c'est du côté des hommes. De la même manière, quand des langues sont mises en contact, elles font des emprunts les unes chez les autres, et il peut arriver même un moment où on ne parle plus de ces langues, on ne parle plus ces langues-là, et c'est ce qu'on appelle les langues mortes. Par exemple, aujourd'hui, le latin, qui était parlé à Rome il y a 2000 ans, est une langue morte. Le grec, qui était parlé il y a 2500 ans, est considéré comme une langue morte parce qu'elles se sont transformées à l'intérieur d'autres langues, comme le dit le professeur. Je vais rapidement vous donner l'exemple du latin qui était parlé en Italie il y a 2000 ans. L'Italie était le pays le plus puissant du monde à cette époque-là. L'Italie colonisait donc les autres territoires et l'Italie a colonisé un pays qui s'appelle la Gaule. C'est la Gaule qui a donné naissance à la France d'aujourd'hui. L'Italie a colonisé un autre pays qui s'appelait l'Espagne et un autre pays qui s'appelait le Portugal. Et la langue italienne a été dans ces différents pays-là par le fait de la colonisation, comme le français est venu chez nous par le fait de la colonisation. Mais la seule différence est que le français est venu chez nous par l'école. Donc nous, on a appris le français à travers ses règles grammaticales. Mais le latin d'Italie qui a été en France, en Gaule, en Espagne et au Portugal, ce n'est pas venu dans ces pays-là par l'école. Le latin là est venu dans ces pays par le canal de deux personnes. Le combattant, le militaire qui a conquis les territoires là, et le commerçant, parce que quand il y a la pacification après la colonisation, c'est le commerçant qui vient toujours proposer le commerce. Alors, donc le latin là, qui s'est transposé en France, par exemple, a rencontré le gaulois qui était en France. Les deux langues sont rentrées en contact. Elles se sont influées. Pour être clair, elles se sont influencées. L'une a influencé l'autre. Et petit à petit, il y a eu de nouveaux mots qui sont sortis de la rencontre de ces deux langues-là à partir du 1er siècle de notre ère, du temps de Jésus-Christ. Et 5 siècles plus tard, au 5e siècle, les Allemands sont venus coloniser la France. Fait qu'il y avait le gaulois et le latin qui étaient en train de s'influencer. Et la langue allemande est venue s'imposer sur ces différentes langues-là. Et il y a eu 3 parents donc qui ont donné naissance à un métis qu'on appelle aujourd'hui le français. Par exemple, pour vous donner l'influence de l'allemand sur la langue française qu'on a aujourd'hui, en français, il y a 2 H. Il y a un H muet qui vient du latin, qu'on retrouve dans l'homme, le mot homme. C'est un H qui s'élite, c'est-à-dire on le prononce comme une voyelle. Quand je dis homme, je peux dire l'homme. Mais il y a à côté un H qu'on dit aspiré, qui est un H allemand, qui est venu au 5e siècle se poser sur le H latin qui était là. Et ce H allemand n'acceptait pas l'élision. Ce H là, on le retrouve dans des mots comme le héros.
le haricot, ça n'accepte pas l'élision. Vous voyez, on le prononce comme une consonne. Et généralement, ce H allemand que nous avons aujourd'hui dans la langue française, on le retrouve dans des noms de guerre, comme le héros, la hache, le hibou, qui sont des mots relatifs à la guerre. Ou bien on le retrouve dans les noms des instruments aratoires de l'agriculture, comme la herse. Ouais, parce que les Allemands avaient un amour terrible pour ces deux choses-là, la guerre et l'agriculture. La preuve, c'est eux qui ont plongé le monde dans la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, presque 20 siècles plus tard. Ouais. Donc, les langues s'influencent. De la même manière, donc, le poulard et le français ayant été mis en contact par le fait de la colonisation, c'est tout à fait normal que le poulard emprunte au français des mots. Et généralement, les mots qu'il emprunte au français, c'est des mots de la réalité française, comme le mot bateau, dont a parlé tout de suite le professeur, ou bien le mot chauffeur, dont il a parlé, parce que c'est des réalités qui sont plus françaises que poulard. Les poulards n'ayant pas construit une voiture, le chauffeur étant une réalité qu'on met sur le compte de la voiture, on n'y a pas de chauffeur sans voiture. Donc, ils empruntent cela parce qu'eux, ils ne l'ont pas dans leur réalité. Mais toutes les autres réalités qu'ils ont, ils ont leur nom. Par exemple, la maison Gallet. Ça, c'est une réalité des poulards. Ils ont un nom pour ça. Mais s'ils n'avaient pas la maison comme réalité, ils allaient emprunter à la langue française le mot maison. Ils allaient employer Mideya Gallet. Ils n'allaient pas dire Mideya Gallet, ils allaient dire Mideya maison. Et ça allait passer. Donc, du point de vue linguistique ou grammatical, voilà comment les choses se font. Et si on ramène cela, moi j'ai une fois été à Kédougou et je me promenais dans le quartier du fleuve de Kédougou vers 18h. J'ai entendu une femme à l'intérieur de la maison crier à son enfant « Wata sof tuba ma hankadika tchekoroba ». Hankadika tchekoroba. Tout cela c'est poulard, mais le mot tchekoroba n'est pas poulard. C'est du malinké. Parce que dans la région de Kédougou, les malinké et les halpoulards ont cohabité. Donc quand les peuples cohabitent, comme je viens de le dire, le mariage entre des ethnies différentes, de la même manière, leurs langues vont se marier. Maintenant, pour comprendre, et là je vais terminer, pour comprendre comment cela se passe de façon plus aiguë, ça va remonter sur des siècles et des siècles. 5, 6, 7 siècles après. C'est-à-dire si on revenait vers le 29e siècle, on allait peut-être trouver que la langue française a totalement envahi le poulard et que même ça a pu donner naissance à une langue qui n'est plus totalement du poulard, qui n'est plus totalement du français, qu'on va appeler, que les gens de cette époque-là vont appeler. Voilà ce que je voulais ajouter à la conférence du professeur. Je vous remercie.